Bonsoir à tous, mardi 9 octobre, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78, c'est le tour d'horizon de l'actualité de Saint-Quentin et des Yvelines. Tout de suite, les titres. Une monnaie locale pour la vallée de Chevreuse et les communes environnantes. La Racine a officiellement été lancée ce week-end au Ménil-Saint-Denis. Il est désormais possible de payer avec cette devise chez 50 commerçants du territoire. De nombreux Yvelinois étaient présents pour changer leurs euros. La 15e semaine du handicap s'est terminée dimanche à Montigny-le-Bretonneux. Elle visait notamment à favoriser l'activité professionnelle avec un forum handi-recrutement. Entreprises et demandeurs d'emploi étaient amenés à se rencontrer dans un format convivial. Et puis à la fin de ce journal, le coup de cœur culture sera musical de la Soul avec les sœurs jumelles d'IBI. Elles se produisent ce vendredi à la salle du Prisme à Elancourt. Nous recevons également tout à l'heure deux membres de l'association France Parkinson 78. Elle organise une conférence sur les troubles non moteurs de la maladie ce samedi à Versailles. Depuis quelques semaines, l'association La Racine s'est donné pour objectif de créer une monnaie locale. Après une phase de test en juin à Chevreuse et ses alentours, La Racine a donc été officiellement lancée ce week-end. Les précisions de Marie-Lénia Pichino et de Nicolas Dandry. 1 euro égale une racine. Les billets ne seront pas acceptés dans votre banque, mais chez 50 professionnels du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. On vous les prendra avec plaisir. C'est une question de renforcement de l'économie locale de manière générale. Par exemple, moi je vais acheter ma baguette en racine chez mon boulanger. Le boulanger pourrait acheter sa farine dans une ferme locale, dans un moulin local et le payer en racine. Et c'est comme ça qu'on démultiplie finalement la force d'une monnaie locale en circulaire. Dimanche 7 octobre, la monnaie locale faisait son lancement officiel. Particuliers et professionnels étaient nombreux à venir au Ménil-Saint-Denis pour changer leurs euros et favoriser une économie circulaire. Ça booste systématiquement l'économie locale. Les gens échangent entre eux à partir de cette monnaie locale, beaucoup plus qu'ils ne le feraient à partir de l'euro. Il faut qu'on pense un petit peu aux commerces locaux, donc il faut que mon cabinet aussi aide un petit peu les commerçants et les organismes de la vallée à développer cette monnaie. Plus que les commerçants, ce sont aussi les communes qui commencent à s'intéresser à la racine. À Saint-Arnoult-en-Yvelines, le cinéma municipal Le Cratère accepte désormais la monnaie locale. Toutes les possibilités qui nous permettent de renforcer l'activité économique, en tout cas de la maintenir, sont mises en œuvre. Donc la racine fait partie de ces cordes à l'arc des Arnolfiens pour aider nos commerçants. L'association souhaite désormais étendre sa racine sur un territoire plus large. Objectif, 2000 adhérents fin 2019 contre 350 aujourd'hui. Depuis 1997, la loi impose aux entreprises de plus de 20 salariés à employer au moins 6% de personnes en situation de handicap, des travailleurs et sociétés qui ont souvent du mal à se rencontrer. C'est pour faciliter cette mise en relation qu'a été organisé le forum handi-recrutement. La 3e édition se tenait vendredi en mairie de Montigny-le-Bretonneux. Un rendez-vous dans le cadre de la 15e semaine du handicap. Changer les regards sur le handicap, la ville de Montigny-le-Bretonneux s'y attelle depuis 15 ans avec sa semaine dédiée, favoriser notamment l'insertion professionnelle avec ce 3e forum handi-recrutement organisé avec Pôle emploi et l'organisme Cap Emploi 78. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas faire des choses. Et pour nous, l'objectif depuis 15 ans, c'est de changer le regard sur le handicap et que les personnes handicapées soient intégrées dans la ville et que tout se passe bien pour elles. 9 entreprises du territoire étaient présentes pour rencontrer les demandeurs d'emploi. Parmi elles, cette société basée à Versailles qui recrute exclusivement des personnes en situation de handicap. On a la difficulté quelquefois justement de rencontrer la population de personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, c'est vraiment de rencontrer sur notre bassin du 78 des personnes qui pourront travailler sur le 78 ou sur l'Île-de-France. Donc c'est très important pour nous d'être présents. Parmi la centaine de personnes venues au forum, même constat, rencontrer un employeur sur place est une réelle opportunité dans un contexte où obtenir un entretien d'embauche s'apparente à un parcours du combattant. Ça facilite le contact, on n'a pas à le dire et c'est beaucoup mieux. Parce que bon, tout de suite quand on dit travailleur avec un handicapé, reconnu handicapé, tout de suite ça met une barrière. C'est assez difficile effectivement d'atteindre jusqu'à la rencontre de l'employeur ou alors il faut parfois avoir des CV qui ressemblent à des moutons à 5 pattes.
Nouveauté cette année au Forum, 3 ateliers, dont un de sensibilisation sur le langage des signes, animé par l'association Harris. La surdité dans le monde des entreprises pose plusieurs questions. En premier lieu, la communication. Et ensuite, comment on peut solutionner ça, en fait, en informant les patrons, les chefs d'entreprise, en faisant découvrir le monde sourd, en fait, et permettre de faire des ponts entre chaque culture, en fait. C'est comme ça que l'entreprise peut avancer. C'est pas impossible, tout est possible, en fait. L'an passé, le taux de chômage chez les personnes en situation de handicap atteignait 19%, près du double du pourcentage global de demandeurs d'emploi. Et pour clôturer la semaine du handicap à Montigny-le-Bretonneux, c'est un rendez-vous régulier, le triathlon de l'Espérance qui fêtait dimanche sa 9e édition avec Philippe Candeloro, Yvan Le Bolloc et l'actrice Alika Del Sol. Lancé par l'association Média Handicap, le triathlon propose 3 défis à réaliser en situation de handicap. Parcours fauteuil, basket en fauteuil et défi goût les yeux bandés. Des intervieweurs en herbe, Thibaut, Hélène, Sébastien, José et Aïsé, ont pu également poser leurs questions aux stars présentes. Le but, c'est de faire évoluer l'image de la personne handicapée dans les médias. J'accueille sur ce plateau 2 invités, Philippe Lascols et Catherine Espessel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être présents ce soir. Alors vous êtes respectivement délégués et déléguées adjointes de France Parkinson 78. Le comité des Yvelines organise samedi prochain une conférence sur les troubles non moteurs de la maladie. C'est à l'auditorium de la clinique de la Porte Verte à Versailles. Avant d'y venir et de parler de cette conférence, reprécisons peut-être pour donner toutes les clés à nos téléspectateurs ce qu'est la maladie de Parkinson. C'est une maladie neurodégénérative, c'est oui, ça ? Alors c'est la 2e maladie neurodégénérative, après la maladie d'Alzheimer. Elle touche environ 200 000 personnes. Donc, si on fait le ratio sur notre département, ça fait à peu près 4 000 personnes qui sont atteintes. Alors, l'association France Parkinson a pour mission principalement de soutenir ces malades, de les informer sur la maladie, de financer la recherche. On a financé près des programmes de recherche à hauteur de près de 4 millions l'an dernier, de sensibiliser l'opinion, changer le regard par rapport à la maladie. On participera, il y aura un bateau France Parkinson sur la prochaine route du Rhum. D'accord. Et mobiliser les pouvoirs publics. En ce moment, on a un gros sujet. On a un médicament important dans le traitement de la maladie, le Simnet, qui est en rupture d'approvisionnement. C'est prévu pour durer plus de 6 mois. Et donc, ça nous inquiète beaucoup parce que beaucoup des patients, en fait, sont traités avec ce médicament. Voilà. Et donc, sur les symptômes de cette maladie, il y a des symptômes visibles et aussi non visibles. Il y a les symptômes visibles, ceux que tout le monde connaît. Par exemple, le tremblement. Souvent, la maladie de Parkinson est associée au tremblement. Mais il n'y a pas que le tremblement. En fait, il y a un triptyque au niveau des symptômes moteurs. Donc, les tremblements, la lenteur dans l'exécution des mouvements et la raideur, voilà, et la raideur qui peut être très importante. Alors, il y a ces troubles moteurs, et il y a les troubles non moteurs dont on va parler juste après. Qui est le sujet de cette conférence de samedi. Juste avant, Catherine Espessel, vous êtes vous-même atteinte de la maladie de Parkinson. Comment vous vivez avec cette maladie ? J'ai été diagnostiquée il y a 10 ans. Et petit à petit, pendant ce qu'on appelle la lune de miel, ça s'est très bien passé. Mes médicaments fonctionnaient à merveille. Et puis, depuis 1 an, ça commence à être plus dur. Je suis fatiguée. J'ai l'impression d'être plus figée. C'est plus lourd. C'est un peu plus douloureux aussi au niveau des articulations. Et la lenteur du cerveau commence à me poser des problèmes. Donc ça devient de plus en plus problématique. Oui, il y a un moment où je pense que pour la plupart des gens, ça devient plus compliqué. On parlait de traitement. Est-ce que les traitements progressent ? On connaît mieux aujourd'hui cette maladie de Parkinson ? Oui, depuis 30 ans, ça a largement progressé. Les neurologues ont à disposition une batterie de médicaments, mais qui n'ont qu'une durée limitée. Les symptômes... Ils sont limités à une action, c'est-à-dire la dopamine, apporter de la dopamine au cerveau. Et malheureusement, ça touche plusieurs endroits du cerveau déjà, ce qui complique la chose. Et il y a d'autres neurotransmetteurs, ce sont ce qui est utile, par exemple, pour la dopamine au mouvement. Il y en a d'autres dans le cerveau qui disparaissent aussi. Alors on rappelle, vous organisez cette
samedi sur les troubles non moteurs de Parkinson. Alors, Catherine Espessel, vous êtes particulièrement à l'organisation de cette conférence. Pourquoi la proposer? On le disait tout à l'heure, l'idée c'est de sensibiliser. On ne sait pas forcément qu'il y a des troubles non moteurs de cette maladie. Justement, dans le passé, on a surtout parlé des troubles moteurs. Maintenant, on a oublié une catégorie qui est très importante, qui est justement ces troubles non moteurs, qui comprennent aussi bien des troubles psychologiques, des troubles cognitifs, des comportementaux, et puis d'autres choses comme le sommeil, comme la digestion, comme la perte de l'odorat. La perte de l'odorat. Enfin, vraiment, c'est extrêmement varié. Et là, la dopamine, les médicaments qu'on propose agissent beaucoup moins bien. C'est important de dire, Philippe Lascolz, qu'il y a des symptômes qui ne se voient pas de cette maladie de Parkinson. Oui, tout à fait. Invisible, bien sûr. Oui, il faut entendre la parole du malade pour le soigner, finalement. Et il faut qu'il s'exprime. Est-ce qu'elle est traitée par les spécialistes, cet aspect non moteur Alors, il y a certains aspects qui sont traités, parce que souvent... c'est une maladie neurodégénérative, donc c'est une maladie qui est dure à vivre. Donc il y a souvent des problèmes psychologiques, des dépressions qui sont associées à la maladie, et c'est important que cela soit traité également. Et alors c'est compliqué parce que souvent les patients disent oui, ils ont déjà beaucoup de médicaments à prendre, on leur rajoute des médicaments pour traiter d'autres symptômes qui sont connexes à la maladie. C'est compliqué. D'ailleurs contradictoire. Ça peut arriver à être contradictoire. Après, il faut que ce soit fait. Les traitements sont très difficiles à personnaliser et à ajuster. Et il faut vraiment du temps. Il faut que le neurologue prenne vraiment beaucoup de temps pour mettre ça au point. Cette conférence de samedi, elle s'adresse à qui? Aux malades, à leurs familles, à un public aussi plus large, peut-être? Alors, aux malades, à leurs proches, à tous ceux qui sont de peu ou de loin intéressés par la maladie. Donc on a des soignants qui sont donc des kinés, parce que oui, on a parlé des neurologues, mais il faut aussi parler de tous ceux qui entourent en fait le malade, parce que ça, ce qui est important pour le malade par rapport aux raideurs, aux douleurs musculaires, etc., c'est la kinésithérapie, l'orthophonie, parce qu'il y a souvent des problèmes d'élocution qui sont associés à la maladie. Donc tous ces professionnels de la santé, il y en a un certain nombre qui sont déjà inscrits. Alors il faut faire attention parce qu'on est un peu débordé par notre succès. On a fait une liste de préinscription, on est déjà 100, notre salle, 140 personnes. Donc oui, on peut encore accueillir du monde, mais... Alors l'intervenant, qui est un psychologue et qui est spécialisé dans son domaine... Il s'appelle Thierry Ergueta. Il a écrit avec une neurologue des livres qui s'adressent aussi bien aux malades qu'à l'aidant. Vous êtes venu d'ailleurs avec 2 de ces livres, je les montre à la caméra. Voilà, Thierry Ergueta qui a publié ces 2 livres. Et je pense que recevoir de l'information sur ces sujets-là peut améliorer la qualité de vie des familles et aider les personnels soignants pour une meilleure prise en charge aussi des malades. Sur la forme, comment ça va se dérouler? Donc une conférence, les personnes pourront poser des questions? Oui, bien sûr. Tout à fait. Et du coup, vous disiez, vous êtes victime de votre succès, il y a beaucoup d'inscriptions? Oui, on a déjà plus de 100 inscriptions et donc voilà. Donc ça veut dire que derrière, ça rencontre un public, donc ça veut dire que c'était important de faire ce genre de conférence et qu'on a tapé juste, quoi. Tout en sachant que beaucoup de patients ont du mal à se déplacer. Donc c'est très bien que TV78 en parle. On peut s'inscrire pour les quelques places qu'il reste? Oui, bien sûr. Donc il y a toutes les informations, bien sûr, sur le site de France Parkinson qui s'affiche en bas de l'écran. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette conférence? Qu'on apporte en fait de la connaissance à ceux qui sont présents, pour qu'ils vivent un peu mieux la maladie, en la comprenant peut-être un peu mieux, et puis en essayant d'être au courant de certaines choses, en disant ça m'arrive pas qu'à moi, ça arrive aussi aux autres, on a des solutions, etc. pour pouvoir traiter. Il y a des conseils précieux à recevoir pour mieux vivre la maladie. Alors si j'ai quelques secondes, allez-y. Le comité France Parkinson essaie d'être au plus proche en fait des malades et de leurs familles, et donc on essaie de créer des antennes sur chaque arrondissement. Et donc là, on en avait créé une sur Mantes, il y en a une sur Fourqueux-Saint-Germain, et là maintenant on essaie de créer une antenne sur Rambouillet. Évidemment, au départ il y avait un comité sur Versailles,
Et au minimum, on se réunit une fois par mois, ce qu'on appelle la réunion mensuelle d'échange. C'est des échanges entre malades et aidants pour échanger sur la maladie, sur tous les à côté de la maladie. Avec des thèmes ou des invités. Voilà. Donc une association qui se développe sur les Yvelines. Et on rappelle que cette conférence ce samedi, c'est à la clinique de la Porte Verte à Versailles à partir de 15h. Merci Catherine Espessel et Philippe Lascols d'avoir été avec nous, délégués adjointes et délégués du comité des Yvelines de France Parkinson. Avoir un enfant est une étape importante dans une vie, c'est aussi un bouleversement pour les parents. Pour répondre à leurs interrogations, le premier salon de la parentalité s'est tenu samedi, c'était à Trappes, un reportage de Mélanie Poquet et Manon Varaldo. Chant prénatal, coach pour parents, réflexologie, sophrologie, tels étaient les stands présents à l'occasion du premier salon de la parentalité et du bien-être à Trappes. Il est organisé par Akali, l'association des créateurs de liens intergénérationnels, en collaboration avec Saint-Quentin en Yvelines. Le parent parfait n'existe pas, mais par contre le parent est tous les jours confronté à des questionnements, des doutes, des difficultés, des joies, des peines qui le confrontent à ses propres limites et du coup savoir qu'il peut être soutenu dans ses actions au quotidien avec ses enfants, ça peut être très aidant pour lui. Encore faut-il qu'il sache vers qui se retourner, d'où l'utilité de ce salon pour nous faire connaître auprès de lui. Lors de ce salon, divers professionnels de soutien à la parentalité et du bien-être sont présents pour répondre aux difficultés et questions des parents. C'est plutôt vraiment revoir qu'est-ce que moi je fais qui a une incidence sur le comportement de l'enfant. Est-ce que je ne suis pas en train d'empirer la situation quand l'enfant vit des difficultés? Et donc qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'adulte pour améliorer la relation et surtout le comportement finalement de l'enfant? Des ateliers étaient organisés afin de permettre une découverte concrète de certaines techniques ou pratiques. L'idée, c'est de rentrer en communication avec son enfant déjà in utero, puis ensuite quand il est né et plus tard quand il grandit, en fait, via la musique et le toucher. L'association Akali espère pouvoir renouveler cette expérience l'année prochaine avec un deuxième salon. Nous vous en parlions en mars avec cette visite dans les Yvelines. Le projet européen READIT se poursuit avec la deuxième rencontre transnationale en Suède. Les délégations françaises, allemandes, hollandaises, grecques, polonaises et suédoises, elles sont nombreuses, qui participent à ce programme, se sont retrouvées. Des échanges sur la thématique de la ruralité. Nicolas Dandry. La Maison de l'Europe des Yvelines au pays des Vikings, la délégation française du programme READIT a passé 3 jours en Suède. READIT, un projet européen financé par le programme Erasmus+, avec comme objectif d'échanger sur les politiques publiques et actions citoyennes mises en place dans les zones rurales. Dans tous les villages ou les communautés qu'on a pu visiter et des témoignages qui nous ont été présentés, on voit de très jeunes femmes investies en politique, des personnes âgées encore hyper actives dans leur communauté et une vraie volonté de travailler ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être très inspirant pour nous. Ce qui est frappant en Suède notamment, c'est l'espace qu'ils ont et la difficulté qu'ont les familles à s'installer dans les zones rurales, alors que visiblement, d'après ce qu'on nous a dit, il y a une vraie demande et une vraie volonté de venir habiter à la campagne. La campagne suédoise réserve parfois des surprises comme cette ferme viking restaurée basée à Orsunda. Une ferme au cœur d'une action citoyenne, Lisa Andersson fait découvrir l'histoire de ce territoire aux touristes suédois et étrangers. Depuis le début, c'était un projet de la communauté d'agglomération de Sandviken pour essayer de faire baisser le chômage. Donc ils ont essayé de trouver des solutions pour créer des emplois pour les habitants. Un exemple d'une initiative locale et citoyenne, les 24 personnes des différentes délégations ont pu partager leurs expériences avec notamment le modèle suédois. Nous avons quelques informations, quelques connaissances sur la manière dont est mis en place le développement des zones rurales en Suède, que ce soit au niveau national, régional ou local.
Vous ne pouvez pas développer si vous n'avez pas les zones rurales avec vous. C'est très important quand vous parlez de développement des villes. Le développement des villes, c'est aussi le développement rural. Mais c'est peut-être difficile parfois de discuter avec les élus nationaux de cela parce qu'ils doivent comprendre nos problèmes et doivent comprendre que nous avons besoin de différents types de mesures pour développer différents types de régions et c'est très important d'avoir des prises de décision décentralisées. Prochain rendez-vous pour les Yvelinois du projet RIDIT à Rhodes en Grèce du 11 au 15 avril 2019. Un mot de sport, on connaît la composition de l'équipe de France de cyclisme sur piste pour la Coupe du Monde. La première manche de la compétition se déroule du 19 au 21 octobre au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Les spectateurs pourront voir les multiples champions du monde François Pervy, Grégory Boger ou encore la future pépite Mathilde Gros. Présentation avec Mickaël Elimidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Les pistards de l'équipe de France étaient sous les feux des projecteurs ce jeudi 4 octobre. La fédération a dévoilé officiellement les noms des sportifs qui participeront à l'étape de Coupe du Monde organisée du 19 au 21 octobre au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Donc vous pouvez voir que dans l'équipe de France, il y a des coureurs expérimentés qui ont déjà participé à plusieurs Jeux Olympiques, plusieurs championnats du monde, et puis des jeunes. Donc ça, c'est également vrai en endurance, notamment chez les filles. Donc on doit essayer de scorer dans toutes les disciplines, ce qui est possible, oui. Dans les anciens, on notera le retour de Grégory Boger, 9 fois champion du monde, et la présence de l'Ignemontain François Pervis, 7 fois couronné au niveau mondial. Ce dernier nourrit de grandes ambitions sur cette compétition à 33 ans. Il ne faut pas se louper puisque dans 2 ans, il va falloir avoir assez de points pour avoir tous les quotas au niveau des Jeux Olympiques, donc c'est très important. La nouvelle génération sera quant à elle symbolisée par 2 visages, Sébastien Vigier, 21 ans, et Mathilde Gros, 19 ans. Cette dernière va endosser le rôle de favorite sur cette compétition à domicile après un titre européen cet été. C'est énorme. Pour moi, ça va être la première fois que je vis une grosse compétition ici à domicile. Donc voilà, va falloir essayer de ne pas trop se mettre la pression. Ça va être une chose nouvelle pour moi. On va voir comment je réagis. J'espère que ça se passera bien et j'espère que en tout cas, j'aurai une belle médaille pour mes amis et ma famille. Cette équipe de France devrait se produire devant plus de 10 000 spectateurs sur ces 3 jours de compétition au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Allez, un peu de respiration, on ouvre une fenêtre culturelle dans ce journal. Bonsoir Mélanie Poquet. Bonsoir Grégory. IBI veut dire jumeau en Yoruba, la langue africaine parlée au Nigeria, Bénin et Togo. Lisa Kehinde et Naomi Diaz, des sœurs jumelles, l'ont choisi comme nom de scène. Elles se produisent à la fin de la semaine sur la scène du Prisme d'Elancourt et c'est votre coup de cœur. Et oui, un coup de cœur inattendu Grégory, car un jour j'ai découvert IBI en les écoutant à la radio. Alors c'est un duo, Lisa Kehinde et Naomi Diaz, 2 sœurs. Elles sont nées à Paris d'un père cubain et d'une mère franco-vénézuélienne. Et si leur nom ne semble peu connues en France encore, elles ont pourtant une très belle reconnaissance à l'international. Elles sont repérées par Adele, Prince ou encore Beyoncé et leur musique est un métissage de la pop, du hip-hop, de l'électro-hypnotique et des chants Yoruba. Un extrait. Look at you now, so wild and free. Watching you move, what can that be me? I'm up and down, I often cry, yeah. Alors ça, c'était un extrait de leur dernier album, H. Et un album que le public pourra découvrir au Prisme d'Elancourt, des titres qui donnent envie de danser, mais il faut aussi tendre l'oreille. Elle chante des titres sur des textes engagés. Chili Gonzalez, qui est compositeur et musicien canadien, Michelle Negorecello, qui est rappeuse américaine, et des mots samplés d'une certaine Michelle Obama, l'ex-première dame américaine. Alors j'arrête avec les noms célèbres, ce serait réduire ces jumelles à ces simples collaborations. EBI, ce sont avant tout 2 voix superbes, profondes et sensuelles. Leurs morceaux sont avant tout envoûtants. Écoutez. Whatever happens, whatever happens. Oh, hey. We are that fast. We are that fast. Whatever happens, whatever happens. Oh, hey. We are that fast. We are that fast.
Pour les écouter, direction le Prisme d'Elancourt, vendredi 12 octobre à 20h30. Merci Mélanie pour cette chronique. On vous retrouve dans un instant dans votre émission, le 7-8 Culture. Et ça sera d'ailleurs l'un des sujets de cette émission depuis 25 ans maintenant. Un festival de bande dessinée est au programme à Buc. Le week-end dernier, plus de 8000 visiteurs ont répondu présent. Et il y en a un qui ne raterait ce rendez-vous pour rien au monde. Nicolas Dandry l'a suivi. Le récit est signé de vous, Mélanie Poquet. Il prend une série au long cours comme Torgal, il perd sa femme, il part à sa recherche, il la retrouve, c'est son fils qui disparaît. Entre BD-Fil, on parle bien sûr de BD. En 25 ans, Didier de Bernardi n'a raté qu'un seul festival de Buc. Cette année encore, il fait partie des premiers de la file. Il y a certains auteurs qui sont difficiles à avoir, qui sont rares, et donc il faut être dans les premiers, sinon après on passe la journée pour un seul auteur, quoi. Didier espère compléter sa collection. Il possède plus de 5000 ouvrages. Une passion qu'il partage avec des auteurs devenus pour certains des amis. Un regard amusé, attendri aussi, parce que c'est le phénomène des gens qui sont vraiment passionnés par la BD et tout. Et Didier, en fait, je l'ai connu lors d'une dédicace au château de Versailles, organisée pour le personnel par un autre garde surveillant, je ne sais pas comment il faut dire, de Versailles, qui nous avait fait venir. Didier est un amoureux des comics et de la BD franco-belge. Ce dimanche, il veut rencontrer Olivier Schwartz, dessinateur français. Je l'ai connu par une série qui s'appelait L'Inspecteur Bayard, qui était destinée aux enfants, qui paraissait dans Okapi. Et Olivier Schwartz est devenu un des dessinateurs de la série Spirou. Et donc maintenant, il est beaucoup plus connu qu'avant, quand il dessinait juste l'Inspecteur Bayard, où c'était facile de le voir. Là, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Je mettais autant d'énergie et d'amour dans ce que je faisais pour Bayard ou pour les choses que j'ai fait avant. Cette dédicace va rejoindre la collection de Didier. Ce passionné en possède aujourd'hui plus de 3000. C'est la fin du journal. Belle soirée avec TV78.